to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Mesdames, Messieurs, prenez place, s'il vous plaît. Installez-vous. C'est marrant, la géographie des implantations. Vous êtes tous là, en deuxième partie. Puis il y a une caméra qui nous sépare. Bon, je vais quand même essayer de voir le maximum. Bienvenue pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant. Et merci aux autres d'être avec nous depuis ce matin. En ce qui me concerne, le dernier rendez-vous de cette journée, autour des compteurs communicants, et surtout se poser autour de Gaspard Linky Gaspard, les enjeux de la transition énergétique, puisque c'est le thème de nos assises européennes. Et on a le grand plaisir d'accueillir avec Bruno Legevin, président de l'ADEME, Philippe Montloubou, président du directoire de RDF, Édouard Sauvage, directeur général de GRDF, nouveau directeur général de GRDF, bienvenue. Damien Castellin, vous êtes notre grand témoin cet après-midi à la tête de la métropole européenne de Lille, dont vous êtes le président et directement concerné, bien évidemment, par la transition énergétique, d'autant que je sais que c'est un sujet que vous pilotez particulièrement sur votre territoire. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour vous expliquer le pourquoi et le comment du déploiement de ces outils. Mais vous allez vite comprendre, et vous le savez certainement déjà, que ce sont bien d'autres choses que des outils. Ah, voilà l'une des deux bêtes. Je vous présente Linky. Et Gaspard va arriver dans quelques... Ah, il est là. Formidable. Ah ouais, il est plus gros. Bon, d'accord. Voilà. Alors, OK. Ils sont beaux, hein? Vous pouvez faire des photos. Ben, en plus, on a les deux patrons des deux opérateurs. Ce n'est pas tous les jours, donc profitez-en. Faites les photos. Bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on va très rapidement revenir sur les faits quand même. De quoi parle-t-on en volumétrie, en déploiement, en calendrier. Et ensuite, j'aurai quelques questions à vous poser à l'un et à l'autre sur tout ce qui se trame derrière, la mécanique de ces compteurs, et surtout voir en quoi ils seront leviers de la transition énergétique. Vous avez un partenaire qui est l'ADEME, vous nous direz, Bruno Legevin, par d'ailleurs 2 conventions que vous signez avec ces 2 opérateurs, comment vous allez accompagner ce déploiement. Et puis il serait intéressant d'avoir votre regard et votre retour, Damien Castellin, collectivités locales. Je les ai annoncées en début de séance comme les stars de ces assises, les territoires, bien évidemment. Donc vous allez nous dire comment vous accueillez ce déploiement, les questions que vous posez, que se posent aussi les citoyens, et on prendra un petit moment, mesdames, messieurs, pour entendre vos questions. Alors, première question à vous, messieurs Sauvage et Montloubou, très rapidement. Le rappel de votre offre et ce que vous allez déployer, dans quel délai et sur quelle quantité. On commence avec vous, Monsieur Sauvage.
À la fin des fins, le but, c'est bien de déployer des compteurs pour tout le monde. Donc, on parle bien de 11 millions de compteurs pour tous nos clients, avec une cible de faire ça d'ici 2022. Alors, aujourd'hui, techniquement, on a démarré depuis quelques jours les premières vraies pauses. Il y avait déjà eu des expériences pilotes pour tester différents matériels. Et là, on est vraiment en train de poser dans 4 zones en France, en Bretagne, près de Saint-Brieuc, au Havre, dans les Hauts-de-Seine et à Lyon. Alors, on a commencé pour l'instant sur les Hauts-de-Seine. Les compteurs, réellement, on va en poser 150 000 cette année pour faire tous les tests complets, mesurer toute la chaîne et vérifier qu'on pourra, l'année prochaine, mettre le service à disposition des clients. Au départ, ceux qui auront le compteur, et petit à petit, effectivement, la totalité de nos clients. Voilà, donc sur 2016, 24 communes pour bien tester les process de déploiement, parce qu'on va comprendre aussi qu'il y a, en ce qui concerne vos maisons respectives, des vrais projets industriels. Hein. C'est un projet industriel d'envergure, cette affaire-là. Alors chez vous, ERDF ? Bien, vous venez de parler de projet industriel, c'est bien de ça qu'il s'agit, puisque les nombres sont nous allons déployer maintenant 35 millions de compteurs d'ici 2021, sur l'ensemble du territoire, bien évidemment. C'est un projet de 5 milliards d'euros. J'ai coutume de dire d'ailleurs que c'est un des grands projets français qui est à la fois économique, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure, créateur d'emplois aujourd'hui, auteur de 10 000 emplois. Un projet numérique, puisque là aussi, je suppose que ça fera partie des questions et des objets qui sous-tendent en particulier le déploiement de Linky. Et puis un projet écologique, puisque, évidemment, une des briques essentielles de la transition énergétique. Donc ce déploiement est maintenant en phase industrielle, et ce depuis le 1er décembre, après avoir fait l'objet d'une expérimentation à maille réelle, j'allais dire, sur 300 000 compteurs qui sont d'ores et déjà installés sur les régions de Lyon et de Tours. Et là, depuis le 1er décembre, nous déployons à maille nationale. Et à l'instant où je vous parle, nous sommes tout proches même nous avons déployé 60 000 compteurs depuis le 1er décembre. Donc nous sommes partis sur une rampe de lancement qui nous amènera à en installer 3 millions cette année, hein, donc fin 2016, et puis ensuite soutenir un rythme qui pourra atteindre jusqu'à 8 millions de compteurs en 2018. Voilà. Tiens, vous nous direz aussi tout à l'heure ce que vous remontent vos capteurs humains sur ces 60 000 premières pauses. Que dit Bien sûr, avec le client, hein, comment il reçoit ça et comment on lui parle aussi, hein, c'est important. Très bien. Donc, si je fais bien les comptes, 35 millions, 11 millions, et le compte est bon hein, pour l'ensemble du territoire. Alors, vous avez démarré ce mois-ci sur Rueil-Malmaison. Hein, c'est le premier terrain de jeu sur lequel vous êtes allé. Expliquez-nous tout d'abord, pour qu'on comprenne hein, les enjeux, le travail en amont que vous avez mis en place pour arriver progressivement à cette phase de déploiement. En amont, les travaux ont commencé en 2009 avec énormément de concertation. La question, c'était évidemment de tester des solutions technologiques. Comment faut-il transmettre le signal? Comment faut-il le mesurer? D'où, comme je le disais, des phases prototypes avec différents matériels qui ont pu être testés pour pouvoir après lancer des appels d'offres. Et surtout un immense travail de concertation avec les fournisseurs, avec les associations de consommateurs, avec les collectivités locales pour savoir quel est le réel besoin. Parce qu'on sait bien que sur tous ces sujets numériques, il faut trouver le juste compromis entre des données utiles et des données, entre guillemets, intrusives. Et donc, d'où le choix qui a été fait d'avoir une donnée uniquement journalière, qui permettra une très grande facilité aux clients, aux fournisseurs d'adapter leur prix en temps réel, de changer de fournisseur en temps réel pour les clients s'ils le veulent. Et par contre, une optionnalité pour le client qui existe dans le boîtier, s'il veut, d'avoir du temps réel, etc., mais à sa main, et pas dans des données qui seront transférées et qui seraient utilisées. Donc, importance, au départ, autrement le coup foire, de créer de l'adhésion. Alors, de l'adhésion du client final, de tous ces partenaires que vous avez cités, avec en premier lieu les autorités concédantes. Comment ça répond ? Écoutez, ça a très bien répondu dans tout ce qui peut être... Alors, vous nous le faites en 2 exemplaires, on le offrira tout à l'heure, Goubel. Hein. Alors, je précise aussi,
Non, en 4, parce qu'on l'enverra aussi à leurs épouses. S'il est plus gros, c'est parce que la partie comptage est mécanique. Pour des raisons logiques. Donc la boîte grise. Non, mais j'en profite pour vendre le produit. C'est un très beau produit où on a à la fois du mécanique pour être sûr de la fiabilité, de la robustesse et de l'électronique pour mettre de l'intelligence et pour pouvoir aller dans ce monde digital dans lequel on est. Alors, très bien. Comment ça réagit? Écoutez, ça a bien réagi au sens où l'essentiel, c'était de montrer que le projet, ce n'était pas un projet pour nous, ce n'était pas un projet uniquement pour se faire plaisir en tant qu'ingénieur, c'était bien un projet, comme je le disais, pour être utile aux clients, être utile aux autorités concédantes. Et donc, tout ce dialogue qu'on a pu avoir, c'est bien vérifier avec toutes les parties prenantes de quoi avons-nous vraiment besoin et quelle est la meilleure manière de pouvoir, d'un côté, agréger des données pour avoir une vision par territoire, et de l'autre, être sûr qu'on est dans la bonne réponse pour le client. Vous pouvez préciser, quand vous dites plaider, prouver, expliquer l'utilité? Alors, on parle de table ronde dans les régions, on parle de table ronde nationale avec le régulateur, avec évidemment les collectivités locales, je le disais, les associations de consommateurs, qui ont convergé sur cette proposition, comme je le disais, d'un système de relevé journalier avec une onde qui envoie une fois par jour le relevé journalier. Ok. Et que ça répond comment? Parce que dans ces tables rondes, donc les usagers, on dit usagers clients, je sais jamais bien. On dit clients, on dit association de consommateurs. Ok. Ils vous disent quoi? Alors aujourd'hui, ils ne bénéficient pas encore du service, donc on n'a pas de retour sur ceux qui aujourd'hui reçoivent leur compteur Gaspard. Par contre, ce qu'ils ont dit, c'est une très forte adhésion lorsque il s'est agi effectivement de sanctionner ce produit de toutes les parties prenantes. D'accord. Venons-en maintenant à ce que je vais appeler, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais le bénéfice client, enfin la promesse client que vous faites derrière ces compteurs. On est là dans l'univers de la transition énergétique. Je vous poserai évidemment la même question tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous promettez au travers de ce nouveau système? La promesse client, aujourd'hui, pour le client, vous avez un relevé réel 2 fois par an. Et donc, sur ces bases, à partir de modèles climatiques, le fournisseur vous facture des consommations qui ne sont réajustées que 2 fois par an. Là, après, il appartiendra à chaque fournisseur de développer éventuellement des services permettant de délivrer ça auprès des clients, mais vous pourrez savoir tous les jours combien vous avez consommé. Donc, vous pouvez avoir une tarification au plus précis, vous pourrez éventuellement, et là encore, ce sera au fournisseur de développer ce genre de service, découvrir a posteriori que vous avez laissé votre chauffage alors que vous êtes parti en vacances pendant une semaine, regarder pourquoi certains jours vous avez consommé plus que d'autres, etc. Donc vous changez complètement d'univers, d'un système où vous constatiez a posteriori votre consommation sur 6 mois sans savoir comment elle avait été, à un système où vous pourrez tous les jours savoir combien vous avez consommé le jour précédent. Et donc après, vous pouvez évidemment réagréger ça par mois, par semaine, éventuellement demander à votre fournisseur de comparer ça à la température qui a pu être dans votre région à ce moment-là, voir si c'est normal, pas normal, s'il y a eu des écarts, etc. Donc vous changez complètement d'univers. Et je pense que Philippe dira la même chose pour le compteur électronique. Vous êtes vraiment dans le monde moderne et dans une capacité d'avoir en temps réel une compréhension de ce qui se passe. Et comme je le disais, vous pouvez même rajouter votre propre optionnalité, si vous le souhaitez, avoir même une consommation temps réel. Il me vient une question, peut-être répondre tous les deux. Dans ce que vous proposez aux clients d'avoir une consommation intelligente et proactive, est-ce que vous avez des études qui prouvent qu'il va le faire dans la durée? Je fais du jogging, je me suis acheté un petit truc pour mesurer mes pas, mes calories que je brûle et tout ça. Je l'ai utilisé une semaine, quoi. Après, je ne le regarde plus. Là, est-ce que ça va durer, ça? Vous avez des infos là-dessus? D'abord, je suis désolé si vous n'utilisez pas, mais il y a des gens qui continuent à l'utiliser. Donc, en même temps, je ne fais pas beaucoup de jogging, en vrai. Voilà. Non, sur les règles de base, on sait bien, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Ouais. Et donc la première priorité, c'est d'avoir cette mesure et de mesurer. Après, certains s'en saisiront, certains l'utiliseront, d'autres ne s'en saisiront pas.
Ça vaut aussi pour les collectivités locales. Certaines utiliseront peut-être des données agrégées qui seront évidemment faites de manière agrégée pour être sûr qu'il n'y a pas de données personnelles utilisables, mais certaines derrière développeront des schémas de l'énergie et utiliseront ces données pour développer une politique énergétique, et puis d'autres ne voudront pas et ne le développeront pas. Mais globalement, dans les pays qui ont déjà pu lancer des expériences, on s'aperçoit qu'il y a un effet durable de réduction de la consommation énergétique. Alors évidemment, ça dépend de chacun, mais il y a un effet durable qui est, d'après nos estimations, supérieur au coût de déploiement de ces compteurs. Ah, info importante. Très bien. Je reviendrai vers vous sur d'autres questions qui concernent les deux opérateurs. Alors vous, non, mais tout se passera bien. Non, mais là, vous avez mené, c'était votre choix stratégique, hein, une préfiguration complète sur Lyon. J'aimerais que vous nous en disiez beaucoup, là, du retour d'expérience, du REX sur Lyon. Oui, Lyon, ça remonte déjà maintenant à quelques années, mais c'est vrai que quand on parle de 35 millions de compteurs à déployer, c'est un projet industriel d'une ampleur sans précédent. Il existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, très peu de projets de cette dimension. Donc il était indispensable de pouvoir tester en vraie grandeur, donc 300 000 clients, comme je le disais, entre Lyon et Tours. D'abord, les éléments de nature purement et simplement logistique, parce que un des éléments déterminants dans ce qu'on pourrait appeler le business plan global de ce projet Linky, et tout particulièrement la logistique, c'est être capable d'aller jusque chez le dernier client, installer un compteur, et ceci donc nécessite d'être rodé, d'être évidemment absolument maîtrisé pour pouvoir justement disposer des bons inputs et ensuite pouvoir, vis-à-vis du régulateur tout particulièrement, pouvoir disposer des éléments permettant de soutenir un business plan, c'est-à-dire des données chiffrées permettant d'engager le projet sur la durée quant à son financement. Donc, premier élément, toute la dimension logistique. Deuxième élément, c'est toute la dimension également process client. Parce qu'on a parlé de la taille, mais vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas le seul facteur, c'est aussi comment on s'en sert, c'est-à-dire donc les fonctionnalités, sans jeu de mots, sans joke. Mais donc, de ce titre, et à ce titre-là, l'élément qui nous sépare, Édouard et moi, parce que tout ce que vient de dire Édouard, je le reprends totalement à mon compte, c'est qu'en électricité, on peut embarquer, pardonnez-moi le terme, un certain nombre de fonctionnalités que le gaz ne peut pas faire pour des raisons évidentes de sécurité. Et donc, à ce titre-là, avec le compteur Linky, au-delà des aspects relève, donc données qu'on a évoquées, on peut intervenir à distance auprès du client pour tout ce qui est augmentation de puissance, mise en service, etc., qui sont autant que des processus, et donc des process techniques et des processus clients qu'il faut évidemment vérifier pour s'assurer que les niveaux attendus en matière de qualité, de transmission d'informations, etc., sont au niveau attendu. Donc ça, c'était des éléments absolument indispensables. Et puis le troisième aspect, c'est qu'on est dans un projet industriel, certes, mais également, pendant toutes ces années, il a fallu qualifier ces aspects techniques, parce que des premiers compteurs prototypes jusqu'aux premières, je dirais, aspects un peu plus industriels, jusqu'aux pré-séries, etc. Tout ceci, il faut le qualifier également sur des échantillons à chaque fois plus importants. C'est ce qu'on a fait sur Lyon. Je crois que bien nous en a pris. D'ailleurs, la démarche qu'initie GRDF est du même type. C'est-à-dire on commence à tester sur des nombres évidemment plus réduits. C'est ce qu'on a fait de manière à pouvoir être certain aujourd'hui de maîtriser tous les paramètres qui fondent véritablement un projet industriel, tant en termes de coût, de qualité que de délai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à partir du 1er décembre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une phase véritablement industrielle dans laquelle tous ces différents facteurs sont aujourd'hui qualifiés d'être sous contrôle. Il subsiste toujours des aléas dans un projet industriel, mais ils sont aujourd'hui sous contrôle. Donc Lyon nous a servi d'abord et avant tout à cela. D'accord. Ensuite, il nous a servi sur tout un aspect fondamental qui rejoint ce que vient d'évoquer Édouard, qui est la dimension évidemment recevabilité client, ce que vous venez d'aborder tout particulièrement. C'est-à-dire comment le client perçoit-il, reçoit-il un objet, un outil, vous l'avez cité tout à l'heure, et a fortiori quand il s'agit d'un compteur, quant à ses différentes fonctionnalités, et surtout comment peut-il demain potentiellement l'utiliser. Et à ce titre-là, nous avons conduit une expérimentation sur Lyon qui s'appelait Watt et moi, dans laquelle on a justement mis à disposition d'un échantillon de 1000 clients des informations à des pas de temps réguliers pour voir comment ces clients réagissaient, utilisaient ces informations en termes soit de
connaissance plus fine de leur comportement, soit, comme on dit maintenant, de consommateurs, c'est-à-dire finalement cette consommation qu'à travers ma facture, j'avais le plus grand mal à appréhender, Édouard l'a dit, une facture le plus souvent estimée, semestrielle, donc permettant très difficilement d'avoir une compréhension fine d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, de sa compréhension, donc une mesure des écarts, moi j'ai coutume d'appeler ça, y compris l'empreinte énergétique de son logement, de son environnement, est difficile de la maîtriser. Avec cette expérimentation, on a pu voir qu'en mettant à disposition des données journalières, en fonction de pas de temps différents, mais eh bien, on avait des clients qui petit à petit s'appropriaient en fait cette information, et on trouvait ça d'abord intéressant dans un premier plan. Alors comme vous disiez tout à l'heure, ça peut être intéressant, puis au bout d'une semaine, on peut arrêter. Utile, ça c'est déjà un petit peu mieux, c'est-à-dire est-ce que justement ça me sert à quelque chose, et pour beaucoup d'entre eux, finalement, un élément assez déterminant, voire décisif, en matière soit de travaux, soit d'évolution de leur comportement. Et donc cette expérimentation nous a permis, non pas de répondre très précisément à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir combien de pourcentage d'évolution, de maîtrise de ma consommation je vais gagner, mais plutôt est-ce que quelque part il y a là un espace ou un écosystème qui est en train de se créer. Parce que là, pour moi, la réponse à la question que vous posiez, à savoir combien peut-on potentiellement économiser, elle est évidemment très directement corrélée au comportement client étant lui-même potentiellement évolutif par l'impact du marché. Parce que toute la raison d'être aujourd'hui en termes de transition énergétique et de mise à disposition de ces outils fait que va se créer progressivement un écosystème de nature commerciale, de nature marché, ou bien au sein des différents territoires, qui va petit à petit créer une appétence, je dirais, ou tout au moins une attractivité nouvelle pour des offres, et en même temps de l'innovation, qui fait que eh bien, le client qui au début regardait ça d'un œil intéressé va progressivement s'installer dans une réceptivité potentielle à des offres commerciales nouvelles fournies par fournisseurs et autres acteurs. Je vous pose 3 questions clients à tous les deux. Vous y répondez. Si on vous dit oui, mais c'est intrusif, vous répondez quoi? Cette question, elle nous est régulièrement posée. Alors, on peut y répondre de plusieurs manières. La première, déjà, c'est que le distributeur ne collecte pas d'informations qui soient de nature du nom ou d'éléments personnels relatifs au client. Le deuxième élément, c'est que le distributeur ne collecte pas d'informations de nature liée à son utilisation, de nature, par exemple, le chauffage, les appareils électroménagers, etc. Donc, de ce point de vue-là, nous ne faisons que collecter une information liée au local, en fait, si je puis dire, et qui est une consommation globale sur son lieu de destination. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que ces informations, elles sont d'abord et avant tout la propriété de chaque client. Et que si demain, il était nécessaire de les utiliser pour quelqu'un qui voudrait faire de la rénovation ou autre, elles ne pourraient être mises à disposition de cet utilisateur potentiel qu'avec l'autorisation de ce même client. Donc ça, c'est un aspect supplémentaire. Et puis le dernier point auquel on peut répondre, et la question pourrait venir, c'est in fine en termes de cybersécurité. C'est une question qui aujourd'hui est très, très actuelle, si je puis dire. Un congrès européen à Lille aujourd'hui. Voilà, et tout à fait. Et donc de ce point de vue-là, nous travaillons en très étroite relation, je dirais même, avec l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, et qui nous oblige, c'est bien le terme, ce sont plus que des recommandations, de manière à qualifier nos outils pour que justement l'aspect intrusif puisse également exclure toute velléité d'introduction dans le système, dans le compteur d'abord, et puis ensuite dans tout le système informatique amont. Vous confirmez, Monsieur Sauvage? Même réponse, effectivement, la donnée, c'est la propriété du client. Donc, elle sera collectée une fois par jour. Lui, pour aller sur le site, savoir quelle a été la donnée, à la limite, il peut aller regarder son compteur. Il peut déjà le faire physiquement, directement, mais elle ne pourra être utilisée que s'il le souhaite explicitement. Et par ailleurs, toutes les communications sont cryptées aujourd'hui. Et évidemment, on suivra les évolutions de cryptologie pour être sûr qu'elles ne puissent pas être utilisées par d'autres. Deuxième question, vous pouvez commencer. Donc, si j'ai bien compris, Philippe Montlouboud nous disait tout à l'heure qu'il y a de la création d'emplois. On entend souvent la question, Linky Gaspard, destructeur ou créateur d'emplois? Dans l'immédiat, très fortement créateur d'emplois. Les compteurs, ils sont faits en France. Ils seront évidemment posés en France, réinstallés en France.
Et s'agissant du gaz, comme l'a rappelé Philippe, pour des raisons de sécurité, toutes les opérations physiques indispensables, coupures, remises en service, sont toujours faites physiquement. Donc le bilan est pour moi pas la vraie question, surtout si on met ça en perspective de tout ce que ça peut apporter à la fois pour le client et en termes d'emplois supplémentaires qui peuvent être générés par la maîtrise de l'énergie. Donc, comme je le disais, l'existence de ces données va permettre de faire des tas de choses qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas. Et d'ailleurs, ça ne sera pas le rôle du distributeur de générer ces emplois nouveaux, ces services nouveaux, qu'ils soient dans l'isolation, qu'ils soient dans des nouveaux services, etc. Pensons aux effets Je suis sûr que Bruno reviendra aussi sur cet aspect-là. Notre rôle, c'est que le client puisse avoir cette donnée, puisse avoir cette mesure, et du coup, puisse après bénéficier de nouveaux services qui restent à inventer par d'autres. Bon. Même chose. Je confirme tout à fait. Avez donné J'ai un chiffre cité tout à l'heure le chiffre de 10 000 emplois, qui sont les emplois majoritairement induits, c'est-à-dire à la fois par la fabrication. Les compteurs comme ceux comme Gaspard sont fabriqués exclusivement en France. De ce point de vue, beaucoup de produits nécessaires à la fabrication de ces compteurs sont eux-mêmes fabriqués en France, et on estime là grosso modo à peu près à 5 000 emplois générés par ne serait-ce que la fabrication des compteurs. Et de la même manière, l'installation des compteurs est elle-même génératrice de beaucoup d'emplois, à peu près 5 000, qui est un lissage, puisqu'à certains moments, ça sera jusqu'à 15 000 emplois. Je voudrais juste rajouter deux éléments, parce que ça, c'est de l'emploi, j'allais dire, net, tel qu'il peut être créé. Il faut rajouter à cela la dimension qualification. C'est-à-dire que la dimension qualification, pour poser des compteurs comme ceci, on fait appel au marché de l'installation, qui sont des installateurs électriciens, ça n'y suffirait pas. Et beaucoup d'entreprises également, qui par exemple faisaient de la relève historiquement ou d'autres, vont trouver là l'occasion de pouvoir qualifier un certain nombre de leurs opérateurs et demain de pouvoir répondre à ce qu'on évoquait et ce que vient d'évoquer Édouard, à savoir, et tout le monde évidemment attend à ce que ce marché se développe et s'enrichisse, pouvoir demain prendre pleinement leur place également dans ce marché. Donc voilà des dimensions qui sont aujourd'hui réelles. C'est pour ça que je dis il faut le dire. Aujourd'hui, Gaspard, Édouard vient de le dire, comme Linky, sont des projets aujourd'hui créateurs de valeur, créateurs d'activités, créateurs d'emplois, aujourd'hui, et potentiellement demain beaucoup plus, si on prend vraiment toute la dimension de briques élémentaires de la transition énergétique. Alors vous avez un partenaire qui ne vous lâche pas depuis le début de l'expérience et qui s'engage. Vous signez une convention avec ces deux opérateurs. Pourquoi et ça porte sur quoi, Bruno Legevin? L'ADEME, depuis le début, son président aujourd'hui, mais d'ailleurs déjà dans une vie antérieure, c'est pour ça que tu as souri, on a été partie prenante de ce beau projet industriel. Je suis vraiment très heureux d'être aux côtés de deux grands opérateurs de services publics d'intérêt général que sont les distributeurs de gaz et d'électricité qui conduisent un projet industriel essentiel, ça a été dit largement, et qui est essentiel pour la réussite de la transition énergétique, parce que ces compteurs communicants sont une brique au service de cette transition énergétique et de l'évolution du modèle énergétique qui a commencé, qui doit s'amplifier, mais on pourra y revenir. Au début, quand on a été des challengers constructifs, un peu intrusifs, questionnants en tout cas, et parce que notre préoccupation était que cet objet utile au système et nécessaire par rapport à l'évolution du modèle énergétique n'avait peut-être pas été, mais ça c'est un peu le problème génétique de nos amis ingénieurs, heureusement qu'ils font bien leur boulot pour le système, il n'avait peut-être pas été jusqu'au bout de la logique pour intégrer la dimension communicante totale, c'est-à-dire y compris intégrant le consommateur final, parce que on dit tout le temps à l'ADEME, et je pense que les assises le démontrent depuis ce matin et vont le démontrer pendant les prochains jours, c'est que la transition énergétique, c'est tout autant des opportunités technologiques, mais c'est aussi l'appropriation par les concitoyens de ces opportunités technologiques. Et donc, de ce fait, l'action sur les comportements est essentielle, sauf que pour pouvoir agir, pour pouvoir y compris maîtriser ses comportements, il faut les comprendre. Et un consommateur avisé, c'est un consommateur qui comprend ce qui se passe, qui sait ce qui se passe, qui peut avoir des choix. Et de ce point de vue-là, ce compteur communicant est le début d'une belle histoire, d'autant plus qu'il a intégré et qu'il intègre, et heureusement, la problématique
d'efficacité énergétique, de maîtrise de la demande, et qu'au-delà de cette maîtrise, c'est la prise de conscience, et ça a été dit tout à l'heure, où on n'est plus simplement des consommateurs passifs qui payons notre facture d'électricité ou de gaz comme on paye ses impôts, mais on est affaire à des consommateurs qui de plus en plus doivent être des consommateurs qui ont des libertés de choix dans un marché qui est censé s'ouvrir, en tout cas qui s'ouvre, et qui permet aux consommateurs de pouvoir faire des arbitrages, mais pour pouvoir arbitrer, il faut comprendre ce qui se passe. Alors, vu de votre fenêtre, qu'est-ce qui change avec ce... Enfin, je commence à découvrir qu'il y a un champ des possibles énorme, là. Qu'est-ce qui change aujourd'hui, demain, avec ce comptage communicant ? Ce compteur, il ne va pas tout changer. Il va juste permettre déjà... Alors déjà, on l'a expliqué, les deux objets sont deux technologies avec une demande, une nature d'intérêt différente. Mais en tout cas, ces compteurs ont un rôle essentiel pour s'adapter à ce système énergétique qui va évoluer, qui sera de plus en plus complexe. C'est quelque part, on le dit, des briques de la transition énergétique. Pour l'électricité, il y a le développement des smart grids, les réseaux intelligents. Demain, et les collectivités ont déjà un rôle essentiel pour la mise en œuvre de cette transition dans un système qui était avant très centralisé, très descendant, très monolithique, avec un système qui va être demain beaucoup plus décentralisé, qui se substituera progressivement. Il ne va pas remplacer, mais il va progressivement se substituer, parce que la transition énergétique, c'est le développement massif des énergies renouvelables, c'est la maîtrise de la consommation, c'est l'adaptation à la demande, et c'est un système qui doit pouvoir répondre à tout instant à cette complexité. Demain, les consommateurs seront plus simplement des consommateurs d'énergie, ils seront aussi des producteurs d'énergie, il y aura de plus en plus de producteurs d'énergie, d'ailleurs aussi bien en électrique qu'en gaz. On parlait tout à l'heure avec GRDF sur le développement de filières, notamment sur la méthanisation. Même les agriculteurs vont devenir des producteurs d'énergie, donc le sont déjà. Donc on voit bien qu'on est en train de changer, et quelque part, ce compteur doit être au service de ce changement. C'est pour cela qu'il faut qu'on accompagne, qu'on donne envie. Donner envie. Aujourd'hui, encore pendant trop longtemps, ça a été un peu moins vrai pour le plus gros, notre ami Caspar, mais un peu plus vrai pour Linky. Il y a eu beaucoup de polémiques. Mais sur quoi ? Les ondes, tous ces trucs-là ? C'est un peu français déjà. Dès qu'il y a un gros projet qui arrive avec beaucoup d'enjeux, des milliards, y compris quand on explique aux gens c'est gratuit, comme si des milliards c'est gratuit, parce qu'au bout du compte, le consommateur final, il paye, mais il y a eu un modèle économique, y compris, qui n'a peut-être pas assez expliqué. Donc il y a eu beaucoup de polémiques, et puis le côté intrusif, le côté des ondes, etc. Alors que c'est pour cela qu'il faut faire de la pédagogie, c'est pour ça qu'il faut accompagner. Bien sûr qu'il y a des questionnements, bien sûr qu'il doit y avoir de la régulation, bien sûr qu'il doit y avoir du contrôle, mais il faut surtout faire de la pédagogie, de la sensibilisation, et c'est pour cela qu'on a été très heureux de signer des partenariats avec GRDF et ERDF, pour qu'au travers de nos réseaux, sur le terrain, on puisse accompagner, faire de la sensibilisation, articuler ce déploiement avec les problématiques de MDE, au travers de nos directions régionales, qui ont un lien direct avec les collectivités, au travers des espaces Info Énergie, qui sont un réseau avec plus de 400 conseillers sur l'ensemble du territoire, qui ont une mission d'efficacité énergétique, et donc qui auront un travail de sensibilisation. Et que je pense que ce partenariat est très positif, et que évidemment on sera tous vigilants dans le rôle pour que le processus se développe de manière positive, que ça ne soit pas regardé évidemment comme un objet qui fait peur. On avait souhaité, on a eu le débat tout à l'heure sur l'afficheur déporté, mais on est pragmatique, les solutions on va les trouver, parce qu'au bout du compte, si on veut que le consommateur demain consomme mieux et consomme moins, il faut qu'il comprenne. Et comment il va comprendre les kilowattheures, c'est trop compliqué. Il faudra aller jusqu'à des solutions qui fassent des signaux, y compris en traduction prix. Parce que le consommateur, il sait ce que c'est des euros qui s'affichent, qui s'accélèrent, qui se diminuent, qui verra demain qu'il pourra y compris s'effacer au bénéfice du système, mais aussi au bénéfice de son porte-monnaie. Voilà, c'est toutes ces opportunités qui sont devant nous. Il va falloir les construire, les développer. Très bien. Et c'est ça qui est décrit dans cette convention, donc la mise en action de votre réseau des espaces Info Énergie.
En fait, Pour, on est chacun dans notre rôle, Ouais. on est chacun dans notre job, mais on travaille ensemble, on travaille en communauté. Bon. L'idée, c'est au-delà des sensibilités, des divergences, on a un objectif commun qui est un objectif d'intérêt général. Et pour moi, les distributeurs, ça incarne l'intérêt général. C'est le service public de demain. C'est leur job. C'est eux les EDF, GDF d'avant. Voilà. Sacrée mission, hein, messieurs. Hein? Alors, l'autorité concédante, comment elle accueille ce déploiement? L'autorité concédante, et en ce qui concerne la métropole européenne de Lille, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, depuis le 1er janvier 2015, la métropole européenne de Lille n'a pas uniquement changé de nom, mais récupéré toute une série de compétences, dont la distribution des réseaux électriques de gaz et des réseaux de chaleur. Donc pour nous, c'est un outil supplémentaire et complémentaire, puisque nous avions déjà les espaces info-énergie, les maisons d'habitat durable, pour permettre effectivement aux métropolitains de gagner rapidement sur leur consommation. Il suffit de changer ses habitudes et on peut diminuer sa facture de 10%. Nous avons maintenant l'outil d'aide à la décision, l'outil de gestion. Et le troisième élément du triptyque, c'est qu'une fois qu'on a eu ces conseils et ces informations, c'est de pouvoir réaliser les travaux et de pouvoir les financer. Parce que bien souvent, ce sont des populations qui n'ont pas les revenus nécessaires, puisque s'il y avait un seul chiffre à citer en cette fin d'après-midi, c'est 16% de la population du Nord-Pas-de-Calais est en précarité énergétique. Près d'un foyer sur 5. Ouais. Donc ce triptyque, aide, outils à la décision, à la consommation, information, conseil, travaux, financement. Mhm. Est-ce qu'on a là, réellement, concrètement, pragmatiquement, c'est notre sujet des assises, un outil de votre transition énergétique territoriale à vous? Si oui, en quoi? Tout à fait, à 2 points. Je l'ai dit tout à l'heure pour les consommateurs, pour effectivement suivre cette évolution, même si je rejoins M. Langevin sur cette problématique. 1 kWh, ce n'est pas très visible, et effectivement, un compteur en euros serait peut-être plus simple, mais en tout cas plus visible pour nos métropolitains. Et l'autre intérêt pour une métropole comme celle de Lille, c'est aussi de pouvoir piloter l'ensemble de ces réseaux. Il suffit de sortir, on le voyait encore hier, des grands travaux et des grands quartiers à 2500 logements comme Saint-Sauveur. Il faut pouvoir équiper les réseaux, la distribution et piloter en fonction des pics ou des baisses de consommation. Double outil de pilotage. Voilà tout l'intérêt que l'autorité concédante que je représente voit dans Gaspard et Linky. Alors, j'ai encore plusieurs questions à vous poser. Est-ce que, par exemple, Bruno Langevin insistait là-dessus, l'accompagnement, le sens à donner, et notamment auprès des publics précaires, vous avez un rôle à jouer là-dessus, vous, d'explication, et puis dans l'autre sens, auprès de ces messieurs, de remonter des informations? Comment vous voyez les choses? Bien sûr, c'est fondamental, c'est ce qu'on disait tout à l'heure tous ensemble, c'est cette information, cette explication, en dehors de l'aspect intrusif, coût, etc., c'est de montrer tout l'intérêt effectivement que peuvent avoir nos habitants à pouvoir suivre ces outils. Je l'ai dit, c'est très simple, 10% de baisse, c'est du pouvoir d'achat, en dehors des créations d'emplois et autres, et puis ensuite les aider à faire ces travaux. Et c'était tout l'objectif de la SEM du tiers financement, qui est dans la loi transition énergétique. On en a parlé tout à l'heure. Dont nous verrons si l'exécutif régional de Xavier Bertrand maintiendra cette politique. Mais voilà, c'est vraiment fondamental de pouvoir offrir ensuite aux habitants les moyens de réaliser ces travaux et les moyens de les financer, je me répète. Gaspard comme Linky sont censés intégrer les énergies renouvelables. C'est aussi un axe majeur de votre transition à vous. Alors, accélérateur, comment ça va être possible rapidement? Accélérateur et pilotage des réseaux, puisque la métropole européenne de Lille, vous le savez, a été assez innovant dans tout ce qui est énergie renouvelable, puisque nous avions notre centre de valorisation organique, c'est-à-dire à partir du traitement des déchets verts, nous avons été la première collectivité à produire du biogaz et à pouvoir le réinjecter
dans le réseau de GRDF. Nous avons notre centre de valorisation énergétique, c'est-à-dire notre usine d'incinération des ordures ménagères, où nous utilisons l'énergie fatale et nous espérons bien évidemment là aussi l'utiliser dans les réseaux de chaleur et pas uniquement en cogénération, c'est-à-dire en revente d'électricité. Et nous avons des outils assez formidables du type station d'épuration de Marquette, une des plus grandes stations d'épuration au nord de Paris, qui là aussi cogénération, production de biogaz, qui permet à cette station d'être quasi autonome. Donc voilà, nous avons quelques modèles innovants. Et donc, si l'ensemble de ces compteurs intelligents nous permet de dire à quel moment il faut réinjecter dans le réseau, à quel moment on peut utiliser ces pics ou ces baisses, eh bien, effectivement, c'est là aussi un outil complémentaire. Donc, on a là une brique des réseaux énergétiques intelligents qui commence à se déployer. J'ai oublié une question fondamentale. L'investissement, la globale, ça pèse combien? Tout ça, la facture globale, c'est quoi? Je l'ai dit dans l'introduction, 5 milliards d'euros pour Linky. 5 milliards d'euros Environ 1 milliard. 1 milliard, ouais, donc on est là sur un enjeu à 6 milliards. OK. J'ai oublié ma troisième question, client, tout à l'heure. Les ondes, ça va me perturber la tête. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est pas les ondes qui vous perturbent la tête. Hein. C'est la caméra, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Non, les ondes, c'est une question effectivement qui est d'actualité parce qu'elle se pose régulièrement et comme le disait un peu Bruno tout à l'heure, chaque fois qu'il y a des projets de ce type-là, il y a toujours un travail de pédagogie à faire. Et je pense que c'est aussi l'occasion de le faire aujourd'hui en dépassionnant cette question. D'abord pour une raison très simple, c'est que les faits sont là. Il n'y a aucune différence en termes d'ondes, d'émissions, entre un compteur Linky et le compteur bleu électronique dont dispose chacun aujourd'hui dans sa maison. Quand je dis aucune différence, c'est démontré, c'est pas uniquement mon assertion, c'est mis en évidence avec des mesures très explicites et très précises. Donc, et qui plus est, quand on le signal qui est véhiculé par Linky ensuite n'est qu'un signal qui vient se superposer à l'onde électrique qui est dans les câbles aujourd'hui. Donc, on peut comprendre, et comme le disait Bruno, il va falloir qu'on continue cette pédagogie régulière autour des ondes pour mettre en évidence cet élément aussi simple que celui-là, mais qui reste dans le registre de l'émotionnel, évidemment. Cette question est importante. Et c'est pour ça que je disais, en plaisantant et sans plaisanter en même temps, qu'il n'y a aucun risque que vous puissiez subir un quelconque effet des ondes, là, aujourd'hui, a fortiori avec la présence du compteur inerte qui est à côté. Mais voilà, donc de manière très simple, je crois qu'il faut aujourd'hui apporter ces éléments pédagogiques, c'est vrai, parce qu'il y a cette dimension qui est régulièrement mise en exergue par certains témoignages régulièrement. Et donc voilà, aujourd'hui, je le dis très, très clairement et très officiellement, hein, dans cette instance, c'est une occasion, il n'y a aucune émission d'onde qui soit supérieure à celle que met un compteur. Alors, il y en a toujours un petit peu. C'est une affirmation. Mais c'est une affirmation. Et cette affirmation, les deux plus, je vais poursuivre, contrôlée par des normes sanitaires et dans lesquelles aujourd'hui le niveau d'émission d'onde d'un compteur Linky est bien en deçà des normes sanitaires qui sont celles qui sont aujourd'hui tolérées ou tout au moins mises en niveau de référence. Voilà, c'est difficile parfois d'aller au-delà en termes d'explications. Il y aura probablement encore d'autres explications nécessaires, il y aura probablement des rapports qui seront fournis, mais je crois que merci de me donner l'occasion de le dire de manière aussi simple et directe. Leader Sauvage, sur ce sujet. Alors, au niveau Gaspard, c'est un peu différent. Ceci dit, là aussi, la concertation a servi à ça, à être sûr que toutes les analyses ont pu être faites avec les agences concernées. Pour simplifier, on envoie un petit signal qui est dans de la fréquence radio qui a été prévu pour ça, par les pouvoirs publics. C'est moins d'une seconde. C'est exactement la même chose qu'ouvrir votre portail le matin quand vous partez de chez vous et que vous rentrez le soir. Donc c'est moins d'une seconde, on est dans du rien par rapport à tout ce qui peut exister au niveau téléphonique. Cette rencontre, ce casting là est unique. Hein. Les deux patrons des deux opérateurs, président de l'ADEME, le président d'un grand territoire, d'une métropole. Je vous demandais à tous les deux, vous avez certainement une question à leur poser, donc vous réfléchissez 2 minutes, juste le temps que je demande à Monsieur Sauvage pourquoi on l'appelle Gaspard. Bon, Linky, je comprends à peu près. Gaspard. Alors Gaspard, ça faisait partie de cette démarche de concertation. Donc c'est parti d'une demande auprès de tous nos salariés de proposer des noms. Donc il y a eu une espèce de concours d'idées pour proposer des noms.
Il y a une dizaine de noms qui ont été retenus de ce concours d'idées et après ils ont été soumis à des tables rondes de consommateurs. D'accord. Et c'est Gaspard qui est sorti avec Pas les de meilleurs prénom votes. féminin, non, c'était... Voilà, C'est Gaspard qui a le plus plu. C'est Gaspard. Comment Voilà. On est vraiment dans une logique, on est à l'écoute, il y a des tables rondes, on demande aux gens, ils ont choisi Gaspard, Bon. Va pour Gaspard, mais ça nous plaît beaucoup. Honnêtement, c'est dynamique et il est totalement adopté par tous les salariés de GRDF. Alors, messieurs les présidents, vous avez une question à leur poser à ces Moi, ça va pas être partenaires une question, c'est plutôt une interpellation pour le futur. C'est-à-dire que je pense que maintenant, ils sont convaincus que ce travail, cette réussite industrielle, parce qu'il n'y a pas de raison de penser que ce ne sera pas une réussite industrielle, c'est déjà un début de réussite industrielle. Il vaut mieux que ça soit comme ça, parce que vu les enjeux économiques, on ne peut pas se permettre de se planter. Comment on va durablement intégrer que cet objet, cette brique, c'est que le début d'une nouvelle histoire et que on va un aboutissement. pas simplement penser que on fait ça parce qu'on a déjà une belle histoire, on est des ingénieurs très compétents, qui travaillons très bien, qui sachons s'adapter progressivement, mais là parce qu'on est encore plus que jamais interpellé pour être en osmose, en harmonie, en partage avec nos clients, qu'ils soient collectivités, qu'ils soient entreprises, qu'ils soient citoyens, et que ce travail de pédagogie, d'accompagnement, au bout du compte, va bénéficier à tout le monde, et que la technique, oui, bien sûr, la technique, oui, toujours, et puis elle doit toujours s'améliorer. Il y aura d'autres briques, il y aura d'autres opportunités. D'ailleurs, certains trouvent qu'il n'est pas encore assez moderne. Il y a eu plein de polémiques, on ne les a pas toutes vues, là, en disant oh, bah, maintenant, il aurait fallu attendre la génération d'après, et puis il y a toujours une génération d'après, hein, surtout quand il y a des enjeux numériques, ça va tellement vite. Donc, c'est comment, en fait, cette prise de conscience, cette interface avec la réalité et la volonté d'associer l'ensemble des consommateurs finaux, quelle que soit leur nature, ben c'est quelque chose qui va nous guider et qui va faire que, y compris la culture de ces deux maisons, mais quand je pose la question, je sais qu'elle est déjà en train de changer, va encore changer pour qu'elle s'adapte à cette réalité nouvelle de la construction du monde énergétique de demain, qui doit être totalement corrélée avec cette transition énergétique, avec les objectifs de la loi, avec l'esprit de la COP21, et qui va donner envie d'aller plus vite et plus loin, et qui fera que demain, ce challenge industriel, non seulement il sera réussi, mais il sera d'autant plus réussi que la performance humaine, elle sera aussi rendez-vous, et qu'on aura su lier les deux, c'est-à-dire performance humaine, accompagnement et envie de la population, de l'ensemble de nos concitoyens à adhérer au projet, à être acteurs de ce projet, et pas simplement que ceux qui ont un système à faire tourner, qui est essentiel pour assurer la sécurité globale du système. Et on sait que demain, ce système, il sera de plus en plus complexe. Donc, c'est pas les compteurs, des fois on a y compris appelé ces compteurs communicants, compteurs intelligents. Les compteurs, ils sont juste communicants, ils doivent être bien communicants, mais l'intelligence, elle est humaine, l'intelligence, elle est collective. Ces compteurs sont juste au service du développement de cette intelligence humaine, et c'est ça le challenge. Et c'est pour cela que la technique doit s'adapter à l'intelligence humaine, et non pas l'intelligence humaine empêcher, la technique empêcher le développement de cette intelligence et de cette créativité. Damien Castelin, oui, sauf si vous voulez répondre, messieurs, ça va? Moi, je veux bien répondre, pardon, mais sans... Rapidement. Je vais laisser Ouais. Damien peut-être s'exprimer. Non, mais allez-y, monsieur Castelin. Bon, écoutez, moi, en tant qu'autorité concédante, question simple et qui m'intéresse toujours dans la vision, c'est quelle est l'étape suivante dans vos plans de recherche, de Il y aura développement, des coups d'après. Quel va être le potentiel développement, quelle va être l'amélioration pour les consommateurs, quelle est votre vision en fait du développement de ces futures générations de compteurs intelligents? En fait, avec deux questions très différentes, c'est la même réponse, j'allais dire. Parce que moi, j'avais juste envie de commencer par une chose pour revenir à l'intelligence qu'évoquait Bruno à l'instant. Mon souvenir de la COP21 là, qui vient de s'achever, au-delà du succès diplomatique français que le monde entier a salué, c'est une formule d'Al Gore qui a dit
finalement l'étape suivante de la COP21. Alors tout le monde dit la COP22, certes, tout le monde sait que ça aura lieu à Marrakech, jusque-là, c'est pas très sorcier. Par contre, il a dit, aujourd'hui, la plus grande étape qui a été franchie à Paris, c'est le fait que la COP21, dorénavant, c'est l'affaire de la société civile. Et pour moi, c'est vraiment la réponse à faire, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, il y aura toujours la technique derrière. En septembre. Mais alors bon, il n'a fait que le reprendre, mais ça fait deux personnalités éminentes tout au moins qui l'expriment. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les tendances de fond de la société dans laquelle aujourd'hui nous vivons, elles sont imprimées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables que Linky va permettre d'intégrer. Parce que je crois qu'il faut le dire aujourd'hui, si on veut intégrer demain massivement les énergies renouvelables telles que prévues, par exemple, dans la loi de transition énergétique en France, on ne saura pas le faire sans avoir 35 millions de capteurs sur le réseau et être capable de développer les réseaux dits smart, parce que ces réseaux-là, ils devront être beaucoup plus réactifs, quasiment fonctionner en temps réel, etc. Et on ne saura pas le faire sans cela. Ça, c'est le premier élément. Donc les phases, elles sont devant nous. Donc l'intelligence que les réseaux vont développer, qui est souhaitée par Damien, tel qu'il l'évoquait tout à l'heure, à juste titre, ben c'est ça les étapes que nous sommes en train de construire. Et notre métier en lui-même est profondément affecté. Ce n'est pas qu'une affaire de technologie que l'on vient plaquer, c'est toute une modification en profondeur, y compris de nos métiers, pour être capable justement de prendre en compte cette réalité de réseaux qui vont être complètement demain nouveaux. Non pas, il y aura toujours des fils, parce qu'on ne sait pas faire de l'électricité en Wi-Fi à ce jour, hein, mais à minima dans la manière de l'exploiter, de l'opérer et d'intégrer ces différentes dimensions pour gérer, comme Bruno l'a dit, des écosystèmes qui vont être de plus en plus délocalisés. Et ça, cette évolution de fond est une évolution qui est d'ores et déjà engagée. Et le deuxième élément qui est connexe à celui-ci, c'est celui des données. C'est-à-dire qu'on en a un peu parlé, mais Linky comme Gaspard, ça nous fait 35 plus 11, 46 millions de capteurs sur les réseaux, sans parler d'autres éléments, d'autres capteurs qui sont aujourd'hui en train de se répandre sur l'ensemble du monde. Des capteurs qui vont permettre de fournir des données. Si vous suivez, certains dans la salle le suivent certainement, toutes les évolutions de la loi Le Maire, qui est là, en ce moment même, qui va passer au Sénat, vous pourrez y constater qu'il y a une appétence extraordinaire de l'ensemble des acteurs, toutes tendances politiques confondues, pour avoir accès à un maximum de données, et en particulier aux données de consommation. Et donc ces données de consommation vont être utilisables par évidemment le client, on l'a évoqué tout à l'heure, par un certain nombre d'acteurs autour du client, par la société, par l'économie même des systèmes, par l'open innovation, les startups, par les collectivités et les territoires en particulier. Et ça, cette tendance de fond, cette digitalisation, on pourrait dire, de notre environnement, au sens le plus noble du terme, sans aller jusqu'aux excès qu'on a pu citer de ci, de là, ça aussi sont des tendances de fond. Donc cet avenir, il est même, je dirais, en train de se créer, en train de se dessiner, et avec nos modestes compteurs, un gros, un petit ou autre, on s'aperçoit que là, on est en train de poser les bases d'un monde de fonctionnement qui va être radicalement différent, parce que permettant d'optimiser des démarches locales, permettant de répondre à des enjeux d'autonomisation ou de responsabilisation des territoires autour de leurs ressources, autour de leur capacité à projeter l'ensemble de leurs citoyens vers des défis de transition énergétique ou d'efficacité énergétique tout simplement, que nous ne sommes pas, il faut le dire au présent, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en situation de pouvoir faire. Et les étapes suivantes, c'est que tout ceci va s'ouvrir grandement. On a l'habitude de dire, je pense qu'Edouard le confirmera, que les distributeurs sont des enablers, comme disent les Anglais. Alors, la traduction serait plutôt des facilitateurs, c'est-à-dire qu'on crée les conditions de l'émergence de ce nouvel écosystème qui est créateur de valeur au sens environnemental et écologique, sans aucun doute créateur de valeur économique, on le voit bien, il y a des modèles qui se créent, il y a de l'innovation qui se développe, et demain, potentiellement, les clients eux-mêmes deviendront les moteurs de cette innovation. Des écosystèmes décentralisés, c'est pour vous ça, Damien Castelin. On va prendre donc maintenant quelques minutes pour entendre les questions de la salle. Alors, monsieur au premier rang et monsieur ensuite, juste derrière, je vous montre du doigt, excusez-moi. On a le micro dans le coin ? Bon, je vais aller les voir. Alors, allez-y, monsieur. Vous vous présentez, puis votre question. Alors, Erwan Marchand, directeur énergie de la MEL. Donc, je salue mon président qui a fait une très belle intervention. Je rebondis d'ailleurs sur sa question, finalement, sur la suite de l'histoire. Parce qu'on voit bien qu'on est à la fois sur du développement du réseau, une modernisation du réseau, et puis un passage finalement service qui est plutôt du côté des opérateurs qui vont vendre de l'énergie. Et la question, finalement, est-ce qu'il ne faut pas que GRDF aille plus loin dans les services que proposent ces compteurs, et que notamment sur l'open data, sur les services associés à ces compteurs, pour que finalement tous les services ne soient pas uniquement dans les mains des vendeurs d'énergie, mais soient aussi en partie contrôlés, gérés par ceux qui gèrent le réseau. On rappelle, les réseaux appartiennent aux collectivités,
et ERDF, GRDF sont des délégataires de services publics, de très bons délégataires de services publics, mais les réseaux appartiennent aux collectivités. Il y a sans doute du service en plus à faire à partir de ces délégataires pour ne pas être totalement dans les mains des services apportés par les fournisseurs d'énergie. Ok. Monsieur Sauvage? Allez-y. On va probablement faire la même réponse, effectivement. Je crois que là, vous êtes au cœur de pourquoi il faut beaucoup de concertation. Comme l'a rappelé Bruno Léchevin, tous les deux, on est dans le service public de la distribution, du gaz d'un côté, de l'électricité de l'autre, et le service public ne doit pas aller sur des activités qui ont vocation à être concurrentielles. Donc, où est cette frontière? Comment la faire pour être le plus efficace possible collectivement? Pour moi, c'est un peu l'élément clé des concertations à venir dans le futur, pour que effectivement des services marchands peuvent se développer s'ils font sens, que ça ne soit pas au détriment de l'intérêt général. Donc, comme je le disais, évidemment que ces données doivent aussi être utilisées pour permettre aux collectivités locales d'avoir une politique de l'énergie, pour pouvoir mieux identifier les situations de précarité énergétique et autres. Quand on débat avec les fournisseurs, cette frontière n'est pas si compliquée à trouver sur ce qui relève évidemment de prestations de services publics qui ont vocation à être financées d'une manière ou d'une autre par la collectivité, que ce soit par un système de péréquation ou que ce soit par d'autres systèmes, de ce qui relève de systèmes marchands qu'il faut développer. Mais la frontière, elle sera régulièrement challengée, et c'est vrai que dans les débats qu'on peut avoir dans les tables rondes de concertation, aussi bien avec les associations de consommateurs qu'avec des élus, que les fournisseurs, et évidemment, chacun ne la voit pas exactement au même endroit. Mais c'est très important pour nous. Aujourd'hui, il y a une loi claire, il y a des principes de spécialité, et donc nous n'irons pas dans des services qui ont vocation à être marchands. Ok. Oui, non, je confirme absolument ce que vient de dire Édouard. Je pense qu'il faut rajouter que dans la formulation de votre question, vous créez une certaine opposition. Moi, je voudrais revenir sur la dimension enabler que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a effectivement à inventer probablement la gamme de services, y compris régulée d'ailleurs, parce qu'il est tout à fait imaginable. D'ailleurs, aujourd'hui, les termes de la loi commencent à l'anticiper, puisque même la loi de transition énergétique prévoit par exemple que dans le tarif d'utilisation des réseaux figure, pour revenir à l'open data, un certain nombre de données qui potentiellement pourraient être mises à disposition, donc open data signifiant à l'ensemble des acteurs, mais prévoit également que puissent être mises à disposition, par exemple, des propriétaires d'immeubles des données. Là, on n'est pas forcément dans la dimension tarif d'utilisation des réseaux, mais plutôt dans une tarification spécifique, régulée, et qui est l'amorce déjà d'un certain nombre de services. Et ces services peuvent continuer éventuellement à s'élaborer autour des données. L'idée de base étant de fournir potentiellement au marché, les fournisseurs en étant, mais pas exclusivement d'ailleurs, les collectivités sont potentiellement destinatrices de ces services autour des données. Et quand je dis cette dimension d'enabler, ça veut dire qu'il y a là potentiellement, là aussi, une création de valeur qui peut se créer autour de ces données, là encore de l'activité qui peut être générée. Les fournisseurs ont leurs fichiers, sont dépositaires d'un certain nombre de données, mais ils seront potentiellement eux aussi, je dirais, challengés par des acteurs qui disposeraient de ces données en open data, etc. Donc cet équilibre, il est aussi à trouver dans la volonté des pouvoirs publics, afin que donc du décideur public, de choisir où il situera lui également, à travers ça, non pas la frontière cette fois-ci, mais la manière dont il souhaitera et la nature des données qu'il souhaitera pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des acteurs du système. Et ça, c'est en train de se jouer en grande partie aujourd'hui, d'ores et déjà. Monsieur ? Bonjour, donc Thomas Laporte, directeur de l'Agence locale de l'énergie de Saint-Brieuc. Donc moi j'avais un témoignage positif et puis une question un peu qui gratte derrière. D'abord le témoignage positif, c'est, vous l'avez cité, Saint-Brieuc, ça fait partie des territoires pilotes sur lesquels Gaspard va être déployé. Donc à ce titre-là, effectivement, on a participé à la concertation qui a pu y avoir lieu depuis 2-3 ans. On s'était souligné la qualité du travail qui a été mené dans ce cadre-là, avec beaucoup d'acteurs qui ont été mobilisés en amont pour préparer concrètement le déploiement du compteur qui va démarrer cette année. Beaucoup de collectivités, d'associations, de bailleurs sociaux, etc. ont participé à ce travail et c'était vraiment riche. Et je rejoins ce qu'évoquait le président de l'ADEME sur le rôle que nous, on va pouvoir jouer sur le terrain pour relayer l'information, aussi bien sur Gaspard que sur le Linky derrière, relayer l'information auprès du public, auprès des particuliers, auprès des collectivités, auprès des ménages en précarité énergétique, etc., avec lesquels on travaille sur
l'intérêt, le rôle de ces compteurs pour le suivi des consommations des gens. Et d'ailleurs, ça va bien nous faciliter le travail parce que dans le cadre de plusieurs missions qu'on exerce, on fait déjà du suivi énergétique à la main en allant relever les compteurs, etc. Et c'est clair qu'avec des dispositifs comme ça va nous faciliter le travail. La question que j'avais derrière, c'est de comprendre pourquoi est-ce que, vous l'avez souligné en disant, regardez, on a les deux compteurs l'un à côté de l'autre, on a les deux chefs des deux entreprises, opérateurs de réseau l'un à côté de l'autre, c'est unique. Et ben, effectivement, c'est ça. C'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de synergie, pourquoi on n'a pas eu plus de synergie autour des deux déploiements des compteurs communicants. Les démarches sur le terrain se déroulent de manière relativement, voire complètement indépendante. Donc nous, Saint-Brieuc, là, on est complètement dans Gaspard. Dans 2 ans, on va se retrouver complètement dans Linky. Et ça se déroule de manière complètement indépendante avec des messages qui vont se percuter ou qui vont se reproduire. Il y a des démarches de concertation qui vont devoir être refaites, donc ça fait doublon. Et puis, en termes d'interface de suivi de consommation, quand on est un particulier, on veut suivre ses consommations d'énergie au sens large pour son logement et aller une fois suivre ses consommations d'électricité, puis ailleurs sur un autre site suivre ses consommations de gaz, c'est quand même dommage. Donc voilà, c'était sur la synergie qu'on pouvait donner à ces deux démarches. Et très bonne question. Hein. Alors À chaque fois, il me laisse répondre en premier. Là. Je ne sais pas pourquoi. Vous voulez qu'on change? Pourtant, la question a été posée par Saint-Brieuc. Pourquoi tu ne mets pas Linky à Saint-Brieuc? Voilà. Parce qu'il a déjà la réponse, c'est pour ça. Non, c'est vrai qu'on avait parié avant la conférence qu'à un moment, je dirais, parce que le gaz, c'est pas l'électricité. Au-delà de cette formule qui est un peu une boutade, je crois que chacun des projets a une grosse complexité dans la mise en œuvre. Vous l'avez souligné, expliquer des projets vous avez vu que 90-95% de choses ont l'air semblables. Beaucoup de choses dans l'esprit, dans la norme sont semblables. Il y a quand même des petites spécificités. Sincèrement, d'habitude, on se dit vouloir tout faire en même temps, ça augmente plutôt les risques qu'il y ait des problèmes que l'inverse. Donc typiquement en termes d'accessibilité des clients, comme l'a rappelé Philippe, remplacer un compteur électrique s'il est accessible, ça ne pose pas de problème si le client n'est pas là. Ça pose un problème en gaz. Donc on s'est nous-mêmes fixés dans la manière de déployer des différences. On a, par exemple, même là où on pourrait dire pourquoi vous ne le feriez pas en gaz, on a décidé qu'en hiver, quand les clients se chauffent, on ne le fera que si le client est présent, pour être bien sûr qu'il valide, etc. Donc les modalités pratiques en plus du déploiement ont des petites différences qui font que les synergies n'auraient pas été celles qu'on peut penser. Et sincèrement, je pense que chaque objet, chaque projet est suffisamment compliqué. Je suis à peu près convaincu que si on avait voulu le faire ensemble, ça aurait été plutôt au détriment de la facilité du déploiement que les synergies qu'on pourrait imaginer. Je ne sais pas si tu voulais dire autre chose. Okay. Non, je pense que le fait qu'on ne le fasse pas ensemble et que votre question, que vous posiez cette question, montre à quel point on n'a pas encore totalement basculé. N'y voyez pas là de jugement de valeur par rapport à votre question, votre réflexion. Mais c'est plutôt dire on n'a pas encore basculé dans le nouveau monde. Si on regarde très attentivement ce que génère aujourd'hui en termes d'opérations sur les réseaux, d'ouverture au monde, en dehors de la transmission du signal donné, c'est vrai qu'il lui peut passer par beaucoup de canaux, pour le reste, il y a beaucoup moins de points communs qu'aujourd'hui en termes de comptage, c'est vrai, entre un compteur gaz et un compteur électricité. Et ça, c'est la réalité du monde dans lequel on va vivre. C'est-à-dire que l'économie complète des systèmes, au-delà de leur similitude apparente, s'avère très, très différente. Parce que demain, opérer un réseau avec un nombre de capteurs comme 35 millions de compteurs Linky, ça n'a rien à voir, ce qui ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, ce n'est pas une question de jugement de valeur, ça n'a rien à voir avec la manière dont demain Gaspard va s'intégrer dans les réseaux de gaz. Nous-mêmes, y compris en termes d'organisation, on a ce projet d'ailleurs en commun, on est en train de gérer, et ce n'est pas du tout une question de rupture, c'est au contraire, c'est une nécessaire évolution, un démixtage d'ailleurs de nos activités d'intervention clientèle, parce que justement, les systèmes sont différents, les modèles sous-jacents sont différents, les évolutions de la manière dont on utilisera nos réseaux sont différents. Ce qui ne veut pas dire que chaque fois que c'est possible, aujourd'hui encore d'ailleurs, on n'utilise pas au maximum les synergies en termes de pause, en termes de relève, etc. Mais pour le reste, on voit bien que là, on rentre dans des modes de fonctionnement et donc des économies globales, y compris d'ailleurs au sens business plan et business tout court, qui sont radicalement différentes. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aussi nous projeter dans l'avenir demain du mode de fonctionnement des smart grids, même si le terme peut couvrir des choses très disparates. Alors, excusez-moi, je précise, si la relève à pied était faite par la même personne pour des raisons évidentes, parce que l'activité, comme tu le rappelais, n'a pas un fort contenu technique, ce n'est pas les mêmes qualifications pour travailler en électricité et pour travailler en gaz. Donc, de toute façon, c'est pour avoir deux installateurs différents qui viennent.
Non, sincèrement, ça s'est fait en parfaite concertation, on en a parlé, on est arrivé à cette conclusion qu'il valait mieux que les projets, entre guillemets, vivent leur vie. Alors très vite, les deux présidents veulent réagir. Juste pour dire que, évidemment, s'il y a, pour des raisons qui viennent d'être largement expliquées, qu'il y a des différences de temporalité, il ne peut pas y avoir de différence de discours sur l'objet et sur l'accompagnement. Sinon, là, ça poserait problème, parce que la problématique d'efficacité énergétique, de maîtrise de la consommation par la bonne connaissance, l'accès aux données, etc. Donc ça doit rester. Peut-être quand même, en se projetant un peu plus loin, au-delà du déploiement Caspar Linky, c'est que demain, dans notre modèle énergétique qui évoluera, on sera de plus en plus dans du multi-énergie. Et donc peut-être là, il y a des synergies à penser. Mais dans un autre cas, dans un autre domaine, parce qu'il nous faudra faire interagir toutes les solutions énergétiques qui sont forcément différentes à des moments donnés différents et pour des usages optimisés sur la mobilité. Et là, on voit bien qu'il y a des interactions. Et là-dessus, je pense que probablement, les gestionnaires de réseau seront amenés à trouver des synergies, en tout cas d'autres formes de travail ensemble, parce que le système énergétique lui-même va le demander. Mais c'est une autre question. Ah, oui. Et par le Damien territoire, Castelin, probablement. Juste aller dans le même sens, puisque en tant que président de cette métropole, j'ai 2 compteurs, mais j'en ai 2 autres. Les compteurs communicants en ce qui concerne l'eau et ceux des réseaux de chaleur. Donc montrer qu'effectivement il y a une multiplication de ces compteurs intelligents et que je rejoins tout à fait les avis qu'à un moment donné, il devrait y avoir effectivement cette interaction, ne serait-ce que pour l'implantation des antennes, les remontées de données, des informations, etc. Parce que ça va se développer quel que soit le type d'énergie ou de fluide. Puis du vert mélangé au orange, ça va être mignon. Hein. Voilà. Une dernière question? C'est bon? Alors, donc, bonne chance pour vos déploiements. Vous l'avez déjà chez vous? Non, pas encore chez moi. J'habite pas non plus dans une région pilote, par contre j'en ai évidemment un sur mon bureau. Très bien. région, Et chez le président Castelin? Non, dans quelques Ouais. mois, le plan de déploiement, puisque 2017 chez lui? d'ici 2017 jusqu'à 2019, le plan de déploiement, puisque Il l'aura avant moi. C'est quand même Gaspard 300 000 compteurs et Linky 500 000, donc je pense qu'il y a encore 2 à 3 années de travaux sur l'ensemble de la métropole, mais j'ai cru comprendre que Péronne allait être une commune prioritaire de déploiement. Donc, Ah, d'accord. Moi, je suis dans une commune voisine de la vôtre et c'est 2019, moi. Juillet. Et vous? Ah, bon. Merci pour toutes ces explications claires et bonne chance Merci à vous pour tous. ce grand projet. merci à vous. Bonne soirée, ça continue bien évidemment, vous avez encore des rendez-vous. On a l'événement Smart Grids sur le stand du pôle d'excellence régional énergie 2020 et à 19h, les champions 2016 des énergies renouvelables qui vous attendent. Bonne soirée à tous. Before you play with fire, do things